Vos cheveux comme ça. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle visioconférence dans la série La science en train de se faire, c'est-à-dire que nous accueillons des jeunes doctorants qui viennent présenter leur travail de recherche. Aujourd'hui, nous recevons Mohamed Touré, qui est assistant de pharmacologie à la faculté de pharmacie de Bamako, inscrit à l'école doctorale des sciences et des techniques de Bamako. Mohamed Touré est dans l'équipe et l'élève du professeur Sékou Ba. Le titre de son exposé, Monitoring des médicaments antiépileptiques à l'hôpital universitaire du Point G à Bamako. Le problème est le suivant, c'est que l'épilepsie touche 50 millions de personnes dans le monde et l'Afrique subsaharienne abrite 80% de la population épileptique mondiale avec une prévalence de 15,4%. Au Mali, la prévalence de l'épilepsie a été estimée entre 14,6 et 15,6%, donc vraiment à la fourchette maximale. Et les personnes atteintes d'épilepsie peuvent connaître une résolution spontanée de leur état dans 70% des cas, mais 20 à 30% d'entre elles présenteront une épilepsie résistante au fil du temps. En plus, il existe une grande variabilité individuelle et bien entendu, le suivi thérapeutique des médicaments est un outil de surveillance du traitement. Et aujourd'hui, le suivi thérapeutique des médicaments n'est possible dans aucun établissement de santé du Mali. C'est pourquoi le but de cette étude de Mohamed Touré est de mettre en place le suivi thérapeutique des médicaments antiépileptiques au Mali afin de garantir leur efficacité et minimiser leur toxicité. C'est donc un véritable problème de pharmacologie, certes, mais un problème de santé publique. Eh bien, Mohamed Touré, on est heureux de vous accueillir et nous vous écoutons. Merci beaucoup, professeur. Permettez-moi de partager mon écran. Bien sûr. Vous voyez l'écran? Très bien. Oui, très bien. OK, d'accord. Merci beaucoup. Je suis Mohamed Touré. Bon, on va gagner du temps très rapidement. Je suis assistant en pharmacologie. J'ai l'honneur de vous présenter notre protocole de thèse intitulé Suivi thérapeutique pharmacologique de la carbamazépine et de l'acide valproïque au Mali, sous la direction du professeur Sekouba, doyen de la faculté de pharmacie. Pour introduire, l'épilepsie, c'est une affection neurologique chronique caractérisée par la répétition sur le même sujet des crises d'épilepsie. C'est un véritable problème de santé publique et nécessite une prise en charge adéquate et un bon suivi thérapeutique. Dans le monde, l'épilepsie touche 50 millions de personnes. Aux États-Unis, la prévalence se situe entre 330 et 380 pour 100 000 habitants. En France, entre 380 et 430 pour 100 000 habitants. L'Afrique subsaharienne détient 80% de la population épileptique mondiale. Au Mali, la prévalence se situe entre 230 et 280 pour 100 000 habitants. Les données sont de 2020. Le suivi thérapeutique pharmacologique des antiépileptiques constitue un moyen de surveillance du traitement antiépileptique. À l'origine, le suivi thérapeutique avait pour principal objectif la prévention de la toxicité des médicaments tels que les glycopeptides, les aminosides, mais également les immunosuppresseurs. Cet objectif du suivi thérapeutique est une priorité. Excusez-moi. Cette adaptation individuelle fait intervenir des caractéristiques propres au patient ou à sa maladie et permet d'optimiser le traitement en maximisant l'efficacité et en minimisant le risque de survenue des effets indésirables. De nombreuses études ont montré que la concentration plasmatique des antiépileptiques chez certains patients se situe en dehors de l'intervalle thérapeutique, conduisant soit
à un échec thérapeutique par sous-dosage ou à une toxicité par surdosage. Approximativement 30% des patients épileptiques ne répondent pas au traitement. Au Mali, il y a un manque notable de données pharmacocinétiques, ce qui justifie notre étude dont l'objectif principal, c'est de faire le suivi thérapeutique pharmacologique de la carbamazépine et de l'acide valproïque afin de garantir leur efficacité et de minimiser leur toxicité. Nous avons fait l'hypothèse que la variabilité interindividuelle de la réponse au traitement antiépileptique s'expliquerait par le polymorphisme génétique. Pour tester cette hypothèse, nous avons fixé comme objectif principal faire un suivi thérapeutique pharmacologique de la carbamazépine et de l'acide valproïque afin de garantir leur efficacité et de minimiser leur toxicité. Nos objectifs spécifiques sont les suivants. Déterminer les concentrations plasmatiques de la carbamazépine et de l'acide valproïque par une méthode immunoenzymatique et par une méthode chromatographique. Comparer les concentrations plasmatiques déterminées par EMIT à celles déterminées par HPLC. Déterminer les variations des pharmacogènes impliqués dans le métabolisme de la carbamazépine et de l'acide valproïque. Enfin, étudier l'association entre les génotypes de chaque SNP et la concentration plasmatique. Nous avons adopté la méthodologie suivante. Il s'agit d'une étude de cohorte rétroprospective allant de janvier 2024, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. Notre étude concerne les populations, les patients épileptiques suivis au niveau de nos 4 sites d'études. Au début, c'est vrai, on a voulu limiter l'étude au point G. Mais après, pour plus de représentativité, on a jugé nécessaire de l'élargir à 3 autres sites de Bamako, notamment, en plus du point G, notamment CHU Gabriel Touré, l'hôpital mère-enfant du Luxembourg, un cabinet privé, Centre médical Alliance. Comme critère d'inclusion, les patients épileptiques suivis au niveau de nos sites n'ayant pas entamé leur traitement antiépileptique ou qui décideraient d'arrêter, critères de non-inclusion, excusez-moi, les patients épileptiques suivis au niveau de nos sites qui n'ont pas encore entamé leur traitement ou qui décideraient d'arrêter leur participation à l'étude. Nous avons calculé la taille de l'échantillon avec le logiciel OpenEpi version 3 et finalement nous avons eu comme taille nécessaire 209. Le prélèvement des échantillons, nous allons prélever les échantillons après 5 à 7 demi-vies, après le début du traitement. 10 millilitres de sang venu dans des types après 3 à 4 jours de traitement, au moins 3 à 4 jours de traitement, après le début du traitement ou après le dernier changement de la posologie. Le premier type serait utilisé pour le dosage plasmatique et le deuxième pour le génotypage. Après prélèvement, centrifugation, les plasmas seront conservés à moins 20 degrés pour l'analyse. Dosage plasmatique des antiépileptiques. Nous avons utilisé limite le VivaPro E, suivant les instructions du fabricant, avec une longueur d'onde de 340 nanomètres, une précision du filtre plus ou moins 2 nanomètres, un domaine de mesure de 0 à 0,3 et une température du rotor de cuvette de 37 plus ou moins 0,2 degrés Celsius. Le principe de la méthode EMIT
Il s'agit d'une technique de dosage immunoenzymatique en phase homogène basée sur la compétition entre le médicament dans l'échantillon et le médicament dans l'échantillon et le médicament marqué par une enzyme pour le site actif de l'anticorps. Une fois le médicament fixé, l'activité enzymatique est mesurée et la concentration du médicament est exprimée en termes d'activité enzymatique. Donc, l'enzyme activée réduit les nicotinamides adénine dinucléotides en sa forme réduite, qui se traduit en sa forme réduite, qui sera en sa forme réduite, et on va mesurer l'absorbance de cette conversion. On va observer, on va mesurer l'absorbance qui permet de déterminer la concentration plasmatique. Pour la chromatographie liquide haute performance, nous allons utiliser comme détecteur UV. Les échantillons seront préparés suivant la procédure d'extraction en phase solide. Suivant les différentes étapes, de 1 jusqu'à 9, la chaîne chromatographique est composée comme suit: une pomme quaternaire, un échantillon, un four à colonne, un détecteur UV et un bac à solvant. Les conditions chromatographiques pour la réalisation de HPLC UV sont les suivantes pour la carbamazépine et pour l'acide valproïque. Nous allons utiliser comme standard interne les 6-heptamides pour la carbamazépine et l'acide octanoïque pour l'acide valproïque. Le volume injecté, 10 microlitres dans les deux cas. Voici quelques caractéristiques pharmacocinétiques de nos molécules d'intérêt. La résorption digestive, elle est incomplète, lente et aléatoire pour la carbamazépine, rapide pour l'acide valproïque. Le Tmax est atteint entre 4 et 24 heures pour la carbamazépine, 1 à 7 heures pour l'acide valproïque. Fixation protéique, 70% pour la carbamazépine, 90% pour l'acide valproïque. Métabolisme hépatique avec formation de métabolites actifs, oui, pour carbamazépine, pas de formation de métabolites actifs pour l'acide valproïque. Induction enzymatique, la carbamazépine est un puissant inducteur enzymatique et l'acide valproïque n'en est pas. Le temps de demi-vie, compris entre 15 et 20 heures pour la carbamazépine, 8 et 16 heures pour l'acide valproïque. L'équilibre est atteint dans les deux cas, 3 à 4 jours après l'initiation du traitement ou après le changement, après le dernier changement de la posologie. Les concentrations cibles qu'on va viser, la fourchette thérapeutique, autrement dit, c'est entre 4 et 12 microgrammes par millilitre pour la carbamazépine, 50 et 100 microgrammes par millilitre, excusez-moi, pour l'acide valproïque. Un petit rappel sur les différentes voies métaboliques de la carbamazépine. Et nous allons nous intéresser aux différents cytochromes qui sont impliqués dans le métabolisme de la carbamazépine, notamment la voie carbamazépine est métabolisée, vous voyez, avec les différents cytochromes. Les cytochromes en gras sont plus, il y a plus de variants génétiques pour ces cytochromes, notamment les 3 à 4 et 3 à 5 pour la carbamazépine.
Contrairement à la carbamazépine, l'acide valproïque est métabolisé. Très peu métabolisé. D'abord, il y a 90 par 50% par la voie des UGT, et ensuite 40% avec la voie des bêta-oxydation et seulement 10% par les cytochromes. En fonction des différentes voies métaboliques, nous choisirons par la suite les cytochromes qui font, surtout ceux qui ont des variants génétiques. Les principales interactions médicamenteuses, notamment pour la carbamazépine et l'acide valproïque. Carbamazépine, l'association, en fait, on s'intéresse à ça pour voir est-ce que, pour pouvoir expliquer en fait, pour pouvoir expliquer les différences de concentration. C'est pas tout ça forcément lié au polymorphisme génétique. Ça peut souvent s'expliquer par les interactions médicamenteuses. Voilà pourquoi on a jugé nécessaire de faire ce petit rappel sur les interactions médicamenteuses qui impliquent la carbamazépine et l'acide valproïque. Pour l'étude pharmacogénétique, dans l'étude pharmacogénétique, nous allons nous intéresser au cytochrome, notamment pour la carbamazépine. Carbamazépine majoritairement métabolisée par les cytochromes. Et ensuite, on va s'intéresser aux différents cytochromes et les variants. Dans la littérature, voilà ce qu'on a trouvé. Et le gène époxyde hydrolase 1, avec ce variant, il y a une augmentation de la concentration du principal métabolite actif de la carbamazépine. Voilà les différents polymorphismes que nous allons rechercher pour ce gène. Et voilà. Pour les CYP3 à 4, voilà les différents variants que nous allons rechercher. Maintenant, pour l'acide valproïque, l'acide valproïque étant métabolisé en majorité par les UGT, nous allons plus nous intéresser à UGT 1A, 6 et à 2B7. Et voilà, par exemple, pour les UGT 1A6, on a une diminution des concentrations plasmatiques avec ces polymorphismes. Ça, c'est de donner de la littérature. Avec une UGT 2B7, on a une diminution des concentrations plasmatiques avec ces polymorphismes aussi. Voilà ce qui a guidé nos choix. À côté des gènes qui codent pour les enzymes, nous allons nous intéresser aussi aux transporteurs comme ABCB1 et ABCCD pour le métabolisme de nos deux molécules d'intérêt. Souvent, les résistances pourraient s'expliquer par les transporteurs qui n'arrivent pas à transporter les médicaments jusqu'au niveau de la cible ou qui est une activité. Avant de faire l'étude de génétique, nous allons extraire l'ADN suivant les procédures suivantes en 3 étapes principales. La lyse cellulaire, la séparation de l'ADN des débris cellulaires, notamment les protéines, les lipides, les molécules d'ARN. Ensuite, la purification de l'ARN. Après extraction, nous allons faire le génotypage avec la PCR Taqman suivant les instructions du fabricant et la PCR RFLP suivant ce protocole. L'analyse des données sera effectuée avec le logiciel SPSS version 25 pour générer des tableaux de fréquences. Et pour la comparaison des les données à différents moments, nous allons utiliser
pour la comparaison des données à différents, nous allons utiliser le test QD, le test EXA de Fisher ou ANOVA, selon le cas. L'étude de l'association entre le génotype de chaque SNP et la concentration plasmatique sera réalisée en utilisant le package SNP ASSO du logiciel R. Au préalable, le test de l'écart à l'équilibre d'Hardy-Weinberg sera réalisé avant l'analyse de l'étude. Les valeurs inférieures à 0,05 seront considérées comme statistiquement significatives. Les considérations éthiques. Le protocole a été approuvé par le comité thérapeutique de la faculté de médecine de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako sous le numéro 0-2022 du 171 CE USTTB du 19 juillet 2022. De façon individuelle, nous demanderons aux patients toutes les informations nécessaires sur l'étude et nous donnerons aux patients toutes les informations nécessaires sur l'étude et demanderons leur consentement éclairé par écrit. Tous les patients ont le libre choix de ne pas participer à l'étude et ceux qui décideraient d'y participer peuvent mettre fin à leur participation à tout moment sans contrainte. Nous avons quelques résultats préliminaires que nous voulons vous présenter. Nous avons testé 20 échantillons. Parmi les 20, on a eu à peu près 12 qui sont normodosés, c'est-à-dire qui se situent pour l'acide valproïque, entre 50 et 100 microgrammes par millilitre et entre 4 et 12 microgrammes par millilitre pour la carbamazépine. Donc, ils sont considérés comme normodosés. Et on a eu 2 cas de surdosage qui se situent au-delà de 100 microgrammes par millilitre pour l'acide valproïque, au-delà de 12 microgrammes par millilitre pour la carbamazépine. Et nous avons noté aussi 7 cas de sous-dosage. Nous avons réalisé aussi, nous avons encore des échantillons qui n'ont pas encore testé. Ça, qui n'ont pas encore testé. On a une vingtaine d'échantillons qu'on a collectés, mais qui ne sont pas encore analysés. Ça, c'est les données préliminaires. L'analyse n'a pas encore été faite, même pour ces 20 échantillons. Voilà. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Touré. Moi, j'avais une question. Je peux peut-être ouvrir la discussion. Comment vous avez calibré le TACMAN? Voilà. De quelle façon, comment vous vous y êtes pris pour calibrer le TACMAN, le PCR TACMAN? D'accord. En fait, on n'a pas encore fait la PCR TACMAN. OK, mais vous allez devoir le calibrer. Comment vous allez faire? Non, on ne l'a pas encore calibré. Mais vous allez devoir le calibrer. Donc, comment vous allez procéder pour le calibrer? Nous allons faire recours à notre équipe de généticiens qui vont nous appuyer. OK. Oui. On a Parfait. une généticien qui vont nous appuyer, qui va nous appuyer dans la PCR, tout ce qui est génétique. Et, OK. oui. OK. Puis j'ai une autre question, si vous permettez. Après ça, je vais passer la parole à Étienne. Mhm. Vos mesures enzymatiques sont de l'ordre du microgramme par ml. Bon, je Oui. ne connais pas ces médicaments-là, mais ça me semble élevé, non? Hein? Ça me semble élevé. Est-ce que je me Oh, trompe ou je me trompe pas? oh, non. C'est des vous dites que en fait, c'est des fourchettes thérapeutiques qui sont admises. Ah, d'accord, je comprends. C'est Ça, là, c'est oui. une fourchette. Ça vient, oui. La machine, par exemple, comme Viva Pro E,
donne les valeurs à microgrammes par millilitre. OK, je comprends. Puis Ouais. elle travaille dans une fourchette entre 4 et 12, et puis pour C'est l'autre entre 50 composé, et je ne sais 100. plus, là. Oui. OK, d'accord. Merci beaucoup, Étienne, si tu veux commenter. Oui, ben, je ne suis pas du tout un spécialiste de la pharmacologie, loin de là. Ah, donc, j'ai des questions un peu naïves, certainement. Donc, vous avez fait euh, des dosages chez une vingtaine de patients. Oui. Vous en avez 12 pour lesquels c'est normal et 9 et 8 pour lesquels c'est anormal. C'est-à-dire, c'est proche de 50%. Votre échantillon n'est pas encore très important, Oui. mais pour 50% des patients, c'est soit surdosé, soit sous-dosé. Oui. Alors, vous n'avez pas encore fait l'analyse génétique, Non. mais avant de faire cette analyse génétique, est-ce que vous avez déjà une petite idée pourquoi certains sont sous-dosés et d'autres surdosés? Ou alors c'est purement aléatoire, vous n'avez aucune idée des caractéristiques de ces patients? Oh, en fait, c'est ça, en fait, l'objectif de l'étude. Nous avons récolté toutes les données relatives aux patients. Mhm. Nous allons essayer de voir pourquoi, en fait, pouvoir expliquer le sous-dosage et le surdosage en fonction des données qu'on a récoltées. Est-ce que souvent c'est lié aux génétiques? C'est difficile, en fait, de se prononcer sur le fait qu'ils sont sous-dosés ou surdosés. C'est Oui, difficile. oui. Alors je vais poser Oui, la question autrement. Mon idée derrière la tête, euh, c'est très bien de doser d'avoir une idée de savoir si vous êtes dans la fourchette thérapeutique ou pas. oui. Mais est-ce que le fait d'être sous-dosé ou le fait d'être surdosé a une conséquence pour les patients? Ah, bien sûr, bien sûr. Et quelle est la Parce conséquence? La Allez-y. conséquence, ça veut dire, généralement, les patients qui sont sous-dosés, les crises ne vont pas s'arrêter quand on est sous-dosé. En dehors de, Quand on est surdosé, il y a plus de risques de développer les effets indésirables. Mais les patients qui étaient sous ou surdosés dans votre échantillon, certes petit, Mm. ils Mm. avaient Les- ils avaient des conséquences. Les sous-dosés continuaient d'avoir des crises, les surdosés avaient des... est-ce que vous avez une idée? Non, justement, c'est ce qu'on n'a pas pu faire pour le moment. On a juste fait l'analyse, mais on a juste analysé les échantillons, mais on n'a pas étudié en fond. On n'a même pas saisi les données pour le moment. Ok. Non, si je Parce pose qu'il y cette avait- question, si je pose Mhm. cette question, c'est que c'est un travail, effectivement. Manifestement, l'épilepsie, c'est un gros problème au Mali comme dans beaucoup de pays d'Afrique. Et ce que vous faites, c'est important, c'est de savoir à quelle population vous avez affaire, quelles sont ces caractéristiques génétiques. Enfin, est-ce qu'il y a des caractéristiques génétiques qui peuvent dire, ben là, il faut surdoser, enfin, il faut augmenter ou baisser, bref. Mais il est clair que vous ne pourrez pas faire cette analyse pharmacologique chez tous les patients du Mali. Non, Il- non. et même simplement les patients de Bamako, c'est pas possible. Donc il faut voir sur quoi ça va déboucher sur le plan santé publique. Vous comprenez ma question? Ouais. Euh, Pas vraiment. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre Non, ce question? que je veux dire, je reviens sur ma question. Vous faites une étude pharmacologique et vous allez faire une étude génétique chez des patients épileptiques chez qui vous donnez deux médicaments, carbamazépine et l'acide valproïque. OK. C'est tout à fait intéressant sur un plan conceptuel pour pouvoir dire au bout du compte, ben voilà, il y a des patients qui sont sous ou surdosés en médicaments et l'étude génétique permet d'avoir une corrélation ou pas avec ces données pharmacologiques. C'est bien ça. Bien sûr. Bon. Après, il va falloir, à partir de cette population, il va falloir que vous essayiez d'élargir vos données, enfin plutôt, à partir de cet échantillon de population, vous allez tenter de dire, ben,
pour ce qui concerne la population des épileptiques au Mali, voilà ce qu'il faut corriger. Peut-être qu'il faut augmenter ou diminuer le dosage de médicaments, pourquoi pas, parce qu'on sait que la, la pharmacologie, la pharmacocinétique des médicaments est différente en fonction des critères ethniques, hein, c'est Oui, connu. Et donc, c'est possible que ça influe effectivement au Mali. Ça n'a pas l'air puisque vous en avez autant de surdosés et sous-dosés, mais votre échantillon est encore petit. oui. Et puis, en tirer des conclusions concernant la prise en charge globale des patients. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Oui. En fait, si je comprends bien, votre question, c'est comment est-ce qu'on va, à partir de notre échantillon, comment extrapoler Oui, exact. avec, justement, Voilà. peut-être En deux mots, c'est ça. à la population générale. Oui. Oui. Bon, nous comptons faire une étude, après une étude à large échelle. C'est vrai que même avec ça, on ne peut pas étudier, mais on peut faire des modélisations pharmacocinétiques avec pharmacocinétique de population pour savoir, pour avoir des données au niveau de la population malienne. Avec des modélisations pharmacocinétiques, c'est bien possible. Et ça consiste en quoi, cette modélisation? Pharmacocinétique de population. Euh, pour moi, ça ne me dit rien. Je ne suis pas du tout un spécialiste comme vous. C'est-à-dire, comment faites-vous pour faire une modélisation à partir de 20 ou 30 ou 40 dosages? Non, ce n'est pas à partir de 20 ou 30 trucs. Maintenant, il faut, euh, avec un modèle qu'on appelle modèle bayésien, c'est la modèle, avec un modèle qu'on appelle modèle bayésien, c'est de trouver les caractéristiques à travers un échantillon, les caractéristiques dans la population générale. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En Si, fait, si, si. J'ai du mal à comprendre comment, mais je vois ce que vous voulez dire. ouais, Ouais, puis Il- je pense qu'il y a un autre, je pense qu'il y a un autre souci aussi, c'est que la population du Mali, en fonction des zones où est-ce qu'elle habite, c'est très hétérogène, je crois. ouais. Donc, il y a l'hétérogénéité aussi qui va jouer là-dedans, qui va faire en sorte qui va faire en sorte que de trouver cette variable-là qui peut être capable d'être reportée, ce ne sera pas évident, hein. Oui, en fait, ça, c'est en fait toutes les questions qu'on est en train de soulever maintenant, ça, c'est à un autre niveau. Ouais. D'abord, là, pour le moment, c'est d'avoir les données et puis des données qui peuvent, des données parlantes, en fait, pour le Oui. moment. Alors, C'est-à-dire là, on est en train de vous donner de l'ouvrage pour les 20 prochaines années. C'est ça qu'on est en train de Oui, faire. non, mais effectivement. Ah, ok. on veut toujours aller trop vite, hein. Dans les questions qu'on pose, toujours aller trop vite. On dit, ah ben oui, mais après, sur les 2000 dosages que vous allez faire dans les 20 années qui viennent, non, mais Ouais. je plaisante, mais Mhm. c'est vrai qu'on va un peu vite et il faut d'abord avoir des données Justement, pharmacologiques. avoir des données et puis pouvoir tirer des conclusions, faire des recommandations dans ce sens-là. Exact. Est-ce qu'on a des idées sur précisément les différences? Il y a plusieurs ethnies au Mali. Ouais. Oui. On a une idée de la pharmacologie des médicaments, des différences entre ces différentes populations. Il y a des données qui existent ou pas? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Il n'y a presque pas de données pharmacocinétiques dans la population malienne. Ça, je peux le dire sans le risque de me tromper. OK. Il n'y en a pas, il n'y en a pas du tout, du tout. Je pense que de façon générale, en Afrique, il n'y en a pas beaucoup non plus. Je me souviens, au Gabon, il n'y en avait pas non plus. Mhm. Il n'y en avait pas. Anne-Marie, en cardio, c'était un de ses soucis. Il n'y en avait pas. Ouais, Mhm. il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de données Donc, pharmacocinétiques. Ouais. qui Mais montre on bien, avait, qui montre bien que votre travail est important. Un, vous vous adressez à une population importante de malades, et deux, il n'y a pas de données à l'heure actuelle. non, il n'y a pas de données, il n'y a pas de données. Il Bon, n'y a mais vraiment pas. écoutez, sur ces quelques mots, je voudrais vous remercier pour votre exposé. Vous souhaiter bonne chance dans la continuité de vos travaux. Et Merci puis, beaucoup. peut-être que dans un an, dans 2 ans ou dans 3 ans, peu importe, vous reviendrez puis vous nous direz où est-ce que vous êtes rendu avec cette recherche-là. En Ouais. attendant, si vous permettez, je vais faire quelques petites annonces.
D'abord, le 6 novembre prochain, nous avons une conférence avec notre partenaire. On va clore la 3e année avec la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie, où on va avoir un webinaire sur la problématique des césariennes. En faisons-nous trop ou pas suffisamment? Donc, c'est à 14h30 temps universel. Et il y a un lien Zoom qui a été envoyé puis qui est sur notre bulletin. Le lendemain, le 7, je vous invite, excusez-moi, je vais l'activer, je vous invite pour une conférence d'actualité avec le professeur Mamadou Alio Baldé. Et là, je m'excuse, mais je n'ai pas le titre de sa conférence. Je m'excuse. Peut-être, Étienne, tu l'approches, toi? Oui, je vais le trouver tout de suite. Je l'ai certainement dans mon listing, mais là, je n'ai pas le listing avec moi. C'est médecine traditionnelle et pharmacopée guinéenne, acquis et perspectives. Exact. Donc, ça, c'est à. Et là, donc, ça va être à 9h, 9h, heure du Québec, 15h, heure de Paris, parce que Paris est revenu à l'heure normale de l'Est. Suivra une autre conférence, celle du 28 novembre, par le professeur Laurent Guillumeau. Étienne, si tu veux donner le titre, s'il vous plaît. Mino, ben, je ne l'ai pas sous les yeux là, mais ça va porter sur la toux chronique, qui est un problème. Exactement. Le professeur Guilleminault est professeur à Tours, si j'ai bonne mémoire. Enfin, c'est mon ancien élève, mais il est Ah, ben là, écoute, c'est rien pour nous rajeunir, mon ami, là. à Toulouse. Et finalement, nous allons clore la saison le 19 novembre avec une conférence par le professeur Abdoulaye Anne, qui est membre du CIRAM à l'Université Laval, qui va faire une conférence géopolitique sur l'Afrique et sur la santé. Et donc, voilà qui va clore notre année. Puis, bon, je pense que c'est assez pour l'instant, là. Je vous en ai assez donné. Donc, sur ces quelques mots, je remercie tous ceux qui sont là. Je rappelle que la conférence est enregistrée, qu'elle va être déposée sur notre chaîne YouTube. Et pour ceux qui sont intéressés à d'autres conférences, tout est listé dans nos bulletins. Une gracieuseté du professeur Lemarié. Donc, je vais cesser l'enregistrement.